Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. En 4 décennies, vous avez publié une centaine de livres. Le succès est souvent au rendez-vous, car dans le choix des sujets, vous avez toujours du nez. Mais ce n'est pas pour cette raison néanmoins que vous avez consacré un roman à Cyrano. Bonjour Gérard de Cortance. Bonjour, vous savez que Rostand Cyrano disait le nez est le siège de l'âme. C'est une belle phrase. Effectivement, Cyrano, on va en parler à travers ce livre Savinien de Cyrano, Sieur de Bergerac. Attention, pas par rapport à Rostand, mais par rapport à l'homme, que vous publiez chez Albin Michel. Mais le principe des clés d'une vie, c'est de raconter votre parcours à travers des dates clés. Alors, je précise que vous êtes venu à la 80e émission. On est à la 1537e. D'accord. Donc, il s'est passé des choses et j'ai quand même des questions à vous poser sur votre vie. Et la première date que j'ai trouvée, elle ne vous concerne pas directement, mais elle est importante dans votre famille, le 18 janvier 1951. Ce jour-là, les actualités françaises au cinéma diffusent un reportage, le retour à Paris de André Mercier et Charles de Cortance, qui ont rallié le Cap à Paris en 16 jours, 10 heures et 25 minutes, à bord d'une Peugeot 203. Une 203 break. Ouais. Oui. C'était pas le Paris-Dakar, mais c'était le Paris-Dakar avant la lettre, Gérard de Cortance. Ah mais tout à fait. Et alors ça a complètement fabriqué mon enfance. Hein. Le grand-oncle cours automobile, c'est-à-dire les rallye-raids, ce qu'on appelait à l'époque, la Dalmat de Peugeot qui gagne les 24 heures du Mans, enfin l'accident des 24 heures du Mans, 55, enfin, etc. C'est vraiment... c'est une... D'ailleurs, vous savez, ma Madeleine de Proust, en fait, ce sont les garages. Alors ça étonne beaucoup de gens, surtout dans le monde intellectuel français d'aujourd'hui, mais j'adore les odeurs de pneus et d'essence. Ça me rappelle mon enfance, en fait. Oui, parce que, en fait, ce Mercier, c'était un garage, le partenaire de votre grand-oncle, Charles de Cortance. Et qu'est-ce que c'était que le Cap Paris ? Ah ben, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelait à l'époque un rallye-raid. C'est-à-dire, on partait de Paris, Alger, le Cap. Et donc, on ralliait comme ça des villes, des pays, sur des distances très importantes pour montrer l'efficacité de la voiture. C'est-à-dire, si la voiture réussissait à rallier Paris, Alger, le Cap, Alger, Paris, c'est que c'était une bonne voiture. Si une voiture gagnait les 24 heures du Mans, c'est qu'elle était équipée de bons freins et qu'elle utilisait la bonne huile. Ouais, ça servait à ça. Et sur ces images des actualités françaises, donc du journal télévisé de l'époque, on voit votre grand-oncle fêter sur les Champs-Élysées avec une foule immense et il explique que vraiment il a fait un exploit dont il ne mesure pas la dimension. Oui, parce que c'était quelqu'un d'extrêmement simple. C'était un vrai mécanicien pilote. C'est-à-dire c'était des gens qui, à cette époque-là, pilotaient, mais en même temps savaient réparer une voiture. Mon père était tout à fait de cette génération. J'ai vu mon père, un jour, nous allions à un mariage. Donc, on était en costume, avec des cravates et des chemises blanches. Et il entend... On est arrêté à un feu rouge. Il entend une voiture. Et il dit, tiens, il y a un problème de Delco, là. Et donc, il descend de sa voiture. Il ouvre le capot, je sais pas. Hein, donc, il ressort. La voiture, à côté, marche. La nôtre démarre, mais mon père, on ne peut plus aller à la noce parce qu'il est plein de cambouis des pieds à la tête. Et puis, il y avait également une femme dans cette aventure, Martine de Cortance. Alors, Martine, c'est la femme de Christian, un des 2 fils de Charles. Et Martine... a fait le premier Paris-Dakar sur une moto. Incroyable. À l'époque, ça ne se faisait pas, les femmes sur des motos. Ah non, c'est vraiment une pionnière, comme on appelle. Et d'ailleurs, moi, je voulais évidemment faire de la course automobile comme tous les gens de ma famille. Et mon père m'a dit, non, il est hors de question, il y en a déjà assez comme ça dans la famille, tu seras dessinateur industriel. Voilà. Et alors, j'ai fait quelques jours, comme ça, pour voir un peu ce qu'était le dessin industriel. Alors, j'ai conservé d'ailleurs tout je sais exactement comment se passe, ce qu'on appelait à l'époque le dessin industriel, mais finalement, j'ai bifurqué. Je lui ai dit non, écoute, papa, je serai écrivain. Là, ça a été monstrueux, la déception totale. Un fils écrivain, c'était vraiment le renégat de la famille. Oui, mais en même temps, vous avez écrit un livre sur les 24 heures du Mans, puisque votre grand-oncle a gagné les 24 heures du Mans. Il a gagné les 24 heures du Mans, c'est ça, au volant d'une Dalmat Peugeot, dans sa catégorie. Oui. Vous êtes allé au Mans ? Oui, j'y suis allé plusieurs fois, bien sûr. J'adore, je continue à adorer les 24 heures du Mans. Alors, je sais que c'est très mal porté aujourd'hui,
Mais j'adore les moteurs diesel, les changements de vitesse, les vieilles bagnoles sans 5 heures de sécurité. Je ne devrais pas dire ça. Mais c'est parce que c'est lié à mon enfance. Voilà. Je me souviens on partait, par exemple, en vacances avec mes parents. Eh bien, il faut imaginer une 203 Peugeot. On partait à 3 heures du matin. Mon père traversait la France. Ma mère faisait des sandwichs. Mon père fumait des gitanes sans filtre. La voiture était empestée par les odeurs de pâté, de fromage et de cigarettes. Et de temps en temps, on ouvrait la fenêtre parce qu'il y avait une chienne qui était au milieu et il fallait bien que la chienne mette son museau à l'extérieur. Voilà. Et les 24 heures du Mans, d'ailleurs, elles sont symbolisées aussi par une chanson. Les 24 heures du Mans, c'est le clou du moment. Vraiment, c'est le big événement. Cette chanson est dans un film, un documentaire sur les 24 heures du Mans qui n'est pas passé à la postérité. Non, il y a très peu de films sur les 24 heures du Mans qui sont passés à la postérité, sauf le film, il y a un film sur la lutte entre Ford et Ferrari, qui est un film magnifique. Et puis, en fait, il y a une tradition de la course automobile qui est née pendant les 24 heures du Mans, c'est le champagne sur le podium. Je ne sais pas si vous le savez. Non, ça je ne sais pas. En 67, Dan Gurney remporte les 24 heures du Mans, il prend la bouteille de champagne et il la casse, il la jette sur les journalistes. Et c'est comme ça que depuis, dans toutes les courses automobiles de Formule 1, le champagne est devenu le symbole de la victoire. C'est né aux 24 heures du Mans. Alors, il se trouve que vous avez quand même été sportif, mais de haut niveau, mais dans le 400 mètres et le 800 mètres, Gérard de Courtens, ça n'a rien à voir. Oui, alors non, c'est-à-dire que j'ai commencé par le 400 mètres, mais j'étais absolument pas, bâti pour courir le 400 mètres. Hein. Et puis surtout, c'est absolument épuisant. C'est-à-dire les 100 derniers mètres d'un 400 mètres, c'est absolument mortel, je crois. Il n'y a rien de pire. Et pourquoi avoir fait ça ? Parce que j'adorais le sport, je continue à en faire beaucoup, et donc je suis passé, puis j'étais longiligne, vous voyez, j'ai des muscles longilignes, donc je suis passé au 800 mètres, et c'est une distance magnifique, hein. C'est 2 fois le tour, et alors parce qu'à la fois c'est tactique, et en même temps on peut bluffer. Je sais pas, c'est rapide en même temps. Vous voyez, et j'adore profondément. Pour moi, c'est la plus belle distance au monde. Alors, vous couriez donc, je crois, au Racing Club de France, mais il y a une autre équipe qui vous a beaucoup intéressé, c'est le Red Star de Saint-Ouen, parce que vous habitiez pas loin. Ah, j'habitais dans la rue qui menait au Red Star. Alors, vous savez, il y a une étoile. Il y a une étoile rouge sur le maillot du Red Star qui est vert. Et mon grand-père, qui était fan du Red Star, un jour, il y a eu un désamour total pour le Red Star. Pourquoi ? C'est parce que il avait été racheté par le milliardaire rouge qui était communiste et qui vendait du blé à l'Union soviétique. Et mon grand-père a dit, à partir de ce moment-là, je ne foutrai plus les pieds au stade Bauer, qui était le stade du Red Star, et tu n'iras pas non plus. Ça, c'était l'horreur, parce qu'on ne l'écoutait pas, évidemment. Et alors, les enfants de Saint-Ouen, parce que le Red Star est à Saint-Ouen, les enfants de Saint-Ouen avaient l'autorisation d'indiquer les panneaux de la marque. Donc, on mettait visiteur 1, Red Star 0, Red Star 2, visiteur 3, etc. Voilà. Donc, c'est vrai que ça a bercé mon enfance, et nous habitions vraiment à une centaine de mètres, 200 mètres de l'entrée du Red Star. Et quand nous n'assistions pas au match, ma grand-mère les commentait, elle disait « Tiens, là, il y a un but. Ce sont les visiteurs qui ont marqué. » Parce qu'en fait, les cris de joie n'étaient pas les mêmes. Il se trouve que le Red Star, c'est une équipe de football qui a connu des hauts et des bas. Elle est née en 1897 à Saint-Ouen. Et apparemment, le nom vient de Miss Jenny, la gouvernante anglaise de la maison des frères Rimet. Jules Rimet était le président de la fédération de football. Absolument, oui. Et c'est une référence à la compagnie transatlantique Red Star Line qui l'amenait de l'Angleterre. Exactement, ça je savais, oui, voilà. Bien sûr. Alors, il se trouve que dans votre famille, effectivement, il y avait le football, mais il y avait le quotidien. Je crois qu'il y avait un grand-père chauffeur de taxi. C'était pas une famille très riche, une famille ancienne, mais pas très riche. Ah, c'est-à-dire que il y a 2 histoires.
Du côté de ma mère, c'est une famille napolitaine très pauvre, descendante directe de Fra Diavolo, de Michele Pezza, c'est-à-dire frère diable. Oui, qui était un mandarin, une sorte de... C'était un bandit de grand chemin, Un bandit de grand chemin. voilà, et qui a pactisé avec les Bourbons contre les troupes de Bonaparte. Oui, et d'ailleurs, Laurel et Hardy en ont fait une parodie dans un film qui a été l'un des plus vus du cinéma de Laurel et Hardy. Oui, mais c'est ignoble. C'est-à-dire que parce que d'abord, je descends de ce personnage et donc j'en veux beaucoup à Laurel et Hardy parce qu'à chaque fois que je parle de Michele Pezza, on me parle du film de Laurel et Hardy. Or c'est un héros. Lutter contre Bonaparte, je trouve ça extraordinaire. Et vous savez qui l'a arrêté? Qui? Eh bien, c'est le père de Victor Hugo. Incroyable. Le général qui l'a arrêté en 1806 et il était pendu, Michele Pezza. Donc ça, c'est côté de la mer. C'est-à-dire la classe ouvrière napolitaine avec mon grand-père italien du côté de ma mère qui jouait de l'accordéon dans les bals du samedi soir. Et l'autre côté, alors c'est tout à fait différent, c'est une très vieille famille aristocratique flamande qui participe à la première croisade 1099, qui revient, après être resté environ 80-90 ans à Jérusalem. Ils reviennent en Italie, et là, ils s'installent en Italie, et c'est une des familles, les Roero di Cortanze, qui ont fabriqué l'Italie contemporaine. Ils sont très proches de la maison de Savoie, et le dernier habitant du château de la famille, c'est mon grand-père. Et donc, c'est donc des Turinois, l'Italie du Nord. Donc ces deux Italies se retrouvent à Saint-Ouen, dans une petite maison qui fait littéralement 25 mètres carrés. C'est-à-dire, comme je ne suis pas Annie Ernaux, je n'ai pas fait comment dire, ma carrière d'écrivain sur le transfuge de classe, ça ne m'intéresse absolument pas. D'autant plus que j'en suis un, en réalité, mais en même temps, je n'en suis pas un complètement, puisqu'il y a ces doubles ancêtres, et notamment tout ce côté aristocratie italienne que j'ai raconté dans beaucoup de mes livres, parce que c'est tout à fait étonnant de venir de cette branche-là et de se dire, au fond, peut-être que mon rôle sur Terre, ça a été de raconter l'histoire de cette famille qui est absolument extraordinaire. Alors, il se trouve que justement, vos livres, on va en parler à travers plusieurs dates, mais surtout le 12 novembre 2005. A tout de suite sur Sud Radio avec Gérard de Cortan. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Gérard de Cortance. Nous parlerons tout à l'heure de votre livre Savinien de Cyrano, scieur de Bergerac, chez Albin Michel. Un roman sur le vrai Cyrano, pas celui de Rostand. On expliquera pourquoi tout à l'heure. Alors, on a évoqué vos débuts familiaux. Et il y a une date importante, le 12 novembre 2005. Je ne sais pas si vous en souvenez. Non, ce jour-là, vous êtes élu membre étranger au titre littéraire à l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Ah, c'est vrai? Oui. Oui, c'est un moment très, très important pour moi, parce que j'adore la Belgique, j'ai vécu en Belgique, et c'est une académie intéressante, parce qu'en fait, vous savez que la Belgique, il y a deux langues. Il y a le flamand d'un côté et le wallon de l'autre. Et le wallon de l'autre, français. Et donc, c'est cette double académie qui fait que cela me touche beaucoup. Enfin, Alors, il y a 40 membres, comme à l'Académie française, absolument, dont 10 étrangers. Comment vous êtes-vous retrouvé parmi ces étrangers? Mais parce que, comme je ne suis pas belge, mais français, donc je suis considéré comme un membre étranger de l'Académie. Ils vous ont appelé, c'est eux qui vous ont élu? Oui, c'est eux, oui, absolument, c'est ça. Et contrairement à l'Académie française, on ne pose pas sa candidature. On apprend qu'on est élu. Oui, c'est-à-dire que, alors, on vous demande avant, est-ce que éventuellement vous seriez prêt à nous rejoindre? Donc vous répondez oui ou non, mais on ne pose pas, on ne fait pas de visite chez les académiciens, choses comme ça. Il n'y a pas non plus l'épée, le costume, tout l'apparat. C'est quelque chose de plus simple. Et puis il y a une vraie lutte pour la langue française, parce que la défense du français en Belgique aujourd'hui, c'est très important. Oui, comme en France d'ailleurs. Bien sûr. Alors pas pour les mêmes raisons, oui. hein. Mais oui, vous avez raison. C'est-à-dire que la langue... Vous savez très bien que, au fond, la langue française existe grâce à la francophonie. Bien sûr. Si on attendait que la défense de la langue française vienne de la France, c'est un combat qui serait perdu d'avance.
Il se trouve aussi que vous avez une particularité, car lorsqu'on est élu, on prononce le discours, l'éloge de son prédécesseur. Là, vous avez prononcé 2 éloges de vos 2 prédécesseurs. Ah oui, alors ça, c'était tout à fait étonnant. C'est-à-dire qu'on m'a dit, bon, tu es élu, j'étais très content, très bien. Donc, je prononce l'éloge de mon prédécesseur, mais en fait, il y avait 2 prédécesseurs. Et c'était très compliqué. Il y avait Yves Berger et Léo Mallet. Et donc, il a fallu que je trouve des choses à dire qui pouvaient les rapprocher. Et en fait, ce qui les rapprochait, c'était la langue française. Et pour expliquer ce rapprochement, j'ai raconté une anecdote que racontait Léo Mallet, qui est absolument magnifique. C'est pendant la guerre de 14, en fait, il y a un soldat français qui entend un soldat allemand blessé. Ils sont tous les 2 blessés, en fait, de chaque côté de la tranchée. Ils rampent l'un vers l'autre, ils n'arrivent pas à parler. Et tout à coup, il y en a un qui a une idée de génie, c'est-à-dire, il est prof de latin. Et il se met à lui parler en latin. Et le type qui est en face de lui, c'est aussi un prof de latin. Et donc, les 2 parlent de la guerre, de ce qu'ils sont, des tranchées, de la boue, de tout ça, de tout ce carnage, en latin. Et je trouve ça absolument fabuleux comme histoire. Léo Mallet, c'est le créateur de Nestor Burma, et il est considéré comme le père du roman noir en France, et il a travaillé sous une 15aine de pseudonymes, tellement il écrivait de livres. Alors moi, je n'ai pas encore travaillé sous pseudonyme. Alors il se trouve que écrivain, votre métier, ça a commencé comme bibliothécaire au départ. Oui, mais j'étais un faux bibliothécaire, en fait. C'est-à-dire c'est-à-dire que je devais avoir une bibliothèque. On m'avait fait une bibliothèque, enfin on me disait, voilà, vous avez votre diplôme de bibliothécaire, on va construire une bibliothèque, je crois que c'était à Enghien-les-Bains, mais vous devrez d'abord aller voir les personnes, les bénévoles qui s'en occupent. Et j'étais très jeune, je pense que c'est quelque chose que je ne referai pas aujourd'hui, pour 2 raisons. La première, c'est qu'on pouvait à l'époque refuser un travail. Aujourd'hui, quand on a un travail, on est bien content de le trouver. La deuxième raison, quand même beaucoup plus imbécile que la première, pour laquelle j'ai refusé, c'est que c'était un ensemble de vieilles dames, un peu de dames de catéchisme, et qui au fond, qui me disaient, voilà, le choix des livres, on va le faire ensemble. Et je me disais, mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir choisir des livres avec ces vieilles dames. Donc j'ai refusé le poste. Alors, il y a eu ensuite un parcours du combattant, parce que pour être écrivain, il faut avoir des éditeurs, et c'était pas simple au début. Je crois que votre premier livre a été composé sur une linotypique, sur une linotype exactement, comme on envoyait dans les journaux à l'époque. Ah oui, alors ça c'est une histoire extraordinaire. C'est-à-dire que n'étant pas né dans le sérail, n'ayant pas un papa ou une maman directeur de journal ou je ne sais quoi, fallait que je me fasse enfin tout seul, que je contacte des gens, que j'essaie de trouver des éditeurs, voilà. Et il se trouve que j'avais des amis, il faudrait 3 heures d'émission, hein. Il se trouve que j'avais des amis hongrois qui avaient fui la Hongrie après l'invasion soviétique, et qui travaillaient en 3/8 dans une usine, dans une imprimerie. Et c'était des écrivains hongrois, qui parlaient parfaitement français d'ailleurs, et qui éditaient des livres. Ils avaient lancé une petite maison d'édition qui s'appelait D'Atelier, et qui fabriquaient eux-mêmes leurs livres. Et ils les fabriquaient comment? Puisqu'ils travaillaient en 3/8, c'est-à-dire ils étaient tous les 3 sur la même linotype. C'était une des dernières linotypes fabriquées en France. Parce qu'à cette époque, l'imprimerie changeait beaucoup, et les linotypes étaient fabriqués en Union soviétique. Il y avait plus de linotypes en France. Et donc, on a fabriqué avec les lignes blocs, avec le plomb, le livre. Et ça, c'était une expérience mais extraordinaire. C'est-à-dire de voir le livre sortir comme ça jour après jour. On l'imprimait, on coupait, on montait les lignes blocs. Enfin, tout ce que je dis là, à mon avis, ça doit être du chinois pour vos auditeurs, parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une linotype, on ne sait pas ce que c'est qu'une ligne bloc. En gros, on imprimait les journaux avec ça, on prenait les caractères, on les mettait voilà, dans et alors on se mettait de l'encre partout, c'était très corrosif, enfin bon, mais c'est une expérience, en tout cas, une expérience de fabrication du livre concrète, que je ne regrette absolument pas d'avoir vécu. Et qui est devenu ce livre qui a été fabriqué? Alors ça s'appelait Altération. Oui. Alors il en reste quelques exemplaires, et mon ami Patrick Besson
m'a téléphoné un jour en disant, écoute, j'ai trouvé ce livre au marché Brassens, Oui. mais le libraire, enfin je voulais le regarder parce que j'ai vu que ton nom était dessus, je voulais le prendre et le libraire lui a dit, on ne touche pas. Donc, Patrick, on a conclu qu'on ne touchait pas à ce livre qui était considéré comme un incunable. Voilà, un collecteur. Il date de 73 ou 75, je crois. C'est vraiment mon premier livre. Voilà. Mais votre premier roman, il est lié à une chanson. Le dimanche, les enfants Bien sûr, s'ennuient en knickerbocker ou en robe blanche. Chanson de Charles Trenet, qui est la chanson de Trenet la plus connue en Allemagne, curieusement. Alors, j'ai une anecdote à vous raconter oui. sur ça, parce que vous savez que Trenet était très procédurier. Oui. Bon, le livre paraît, lettre recommandée à l'éditeur, vous n'aviez pas le droit d'utiliser ce titre, qui est le titre d'une chanson. Donc, j'ai un rendez-vous avec Charles Trenet, qui me reçoit, et très mécontent. Et je lui dis, mais écoutez, je ne comprends pas, regardez, sur la première page, il y a une dédicace. J'ai dédié le livre à 3 personnes, à mes 3 Charles. Mes 3 Charles. Et lui, c'est qui vos 3 Charles? Ben, je dis, à mon grand-père, enfin, mon grand-oncle, Charles de Cortance, que vient de parier, Charles de Gaulle, et puis Charles Trenet, le 3e, c'est vous. Mais il m'a dit, mais pourquoi vous ne m'aviez pas dit ça avant? Ben, je ne pensais pas qu'on pouvait, que je devais obtenir votre autorisation pour publier un livre dont le titre serait « Les enfants sont le dimanche », d'autant plus que c'est une expression qu'utilisait ma grand-mère tout le temps. Elle disait, oui, oh, bah, les enfants, ils s'ennuient le dimanche. Donc, je n'ai pas pensé une seule seconde qu'il va être votre autorisation. Donc, il m'a dit, écoutez, vous me donnez votre livre, on arrête là, pas de procès, très bien. On se revoit, bon, on ne s'est jamais revu, bien entendu. Vous avez manqué quelque chose parce que déjeuner avec Trenet, c'était 12 heures de passion. Oui. Alors, il se trouve que ce livre se passe en 58 lors de l'arrivée au pouvoir de Gaulle, et c'est un enfant qui se révolte contre De Gaulle. Oui, c'est ça, oui, ça s'appelle Les enfants sont le dimanche, et c'est mon enfance à Saint-Ouen, donc un Saint-Ouen pas tout à fait d'immédiate après-guerre, mais disons le Saint-Ouen des années 50, avec le marché aux puces, le stade du Red Star, le dépôt de pneus des usines Michelin, l'école, etc., etc. Enfin, la vie de cette famille d'émigrés italiens qui veulent tellement s'intégrer qu'on interdit aux petits garçons, qui est moi, de parler italien. Et on ne mange pas italien, on ne retourne pas en Italie, on efface totalement l'Italie. Ça s'appelait l'intégration. Voilà. Un peu rude quand même. Oui, un peu rude. Ça, c'est le premier livre, il y en a eu beaucoup d'autres. Et il y a une autre date importante dans votre vie que j'ai remarquée, qui est le 3 mars 2017. A tout de suite sur Sud Radio avec Gérard de Cortance. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité est Gérard de Cortance. Nous évoquerons dans quelques instants Savinien de Cyrano, scieur de Bergerac. Tout un programme, un roman chez Albin Michel, le vrai Cyrano. On expliquera pourquoi tout à l'heure. On a évoqué vos débuts dans le roman. Et il y a un prix que j'ai remarqué, qui est que vous avez reçu le 3 mars 2017. C'est le prix Jacques Chaban pour un livre dont le titre est né dans une chanson. Oh, je suis swing, zazou. Le mot Zazou est né dans cette chanson, c'est Johnny S. qui, après justement avoir quitté Charles Trenet professionnellement, a fait cette chanson qui est devenue le symbole des Zazous que vous avez évoqué dans ce livre, où vous racontez ces jeunes qui ont résisté à leur façon pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi ce sujet? Parce qu'on est très loin de la famille piémontaise. Pas tant que ça. Pas tant que ça. C'est-à-dire, en fait, tout d'abord, mon grand-père italien est devenu français pendant la guerre 14-18. C'est-à-dire, il fait partie de ces Italiens à qui on a dit, vous voulez devenir français, prenez une baïonnette, un fusil, un casque, allez dans les tranchées, et si vous revenez vivant, vous serez français. Il y a 15 000 Italiens qui sont restés dans les tranchées comme ça. Mon grand-père en est ressorti vivant pendant toute sa vie. En fait, il m'a dit, je ne comprends pas pourquoi moi j'en suis sorti et pas eux, pas tous mes copains italiens. Ça, c'est la première chose. Mon grand-père a fait de la résistance, comme toutes mes tantes, pendant toute la guerre. Donc, je voulais quelque part leur
le rendre hommage, et notamment à ma mère qui était très jeune, elle avait 14 ans, et je lui ai dit je lui explique que je vais écrire un livre sur les Azous, sur ces résistants, sur tout ça. Elle m'a dit, oh, mais il faut que je te raconte une histoire quand même, je ne l'ai jamais racontée à personne. Et en fait, eh bien, à 14 ans, ma mère a fait de la résistance. Et elle me dit ça, me dit ça à l'époque, je devais avoir 50 ans, je ne sais pas, 50 ou 60 ans. Et je lui dis, pourquoi tu t'es attendu toutes ces années pour me dire, mais elle dit, mais tu sais, en fait, c'était normal. Ton grand-père a fait des résistantes, tes tantes ont fait des résistances, ton père a fait des résistances. Donc pour nous, c'était tout à fait normal. On n'en a tiré aucune gloire. À quoi ça sert? D'abord, les femmes n'ont pas été tellement décorées. Donc, puis ma mère me dit, puis de toute façon, je m'en fous. L'important, c'était que j'ai sauvé, en fait, un de ses amis résistants lui dit, écoute, tu travailles dans ce café, au fond du café, qui était fréquenté par des Allemands, c'était à Montfermeil, tout près de Paris, il y a une sacoche. Dans la sacoche, tu vas voir, il y a des listes de gens. Il faut absolument que la liste, tu la voles. Et ma mère me dit, c'était bizarre, c'était une drôle d'écriture. Je lui dis, ouais, c'était de l'écriture gothique. C'était une écriture gothique. Donc elle a pris la liste, elle l'a donnée à ses amis résistants. Sans le savoir, elle a sauvé sans doute pas mal de gens. Et au moment de la libération, le patron du café, qui était un collaborateur notoire, se cachait. Les résistants ne le trouvaient pas. Et le résistant a demandé à ma mère, mais tu sais où il est? Oui, oui. Donc ma mère a dit où il était, où il se cachait. Et le lendemain matin, ils l'ont retrouvé, égorgé dans son café. Voilà, elle m'a dit, voilà, c'est pour ça que je ne l'avais pas raconté. Mais 14 ans et faire une chose pareille, voilà. Donc derrière le livre un peu léger, parce que il y a toute cette histoire qui encore finalement mon histoire de famille. Bien sûr. Alors Jacques Chaban, donc vous recevez ce prix. On a oublié que Jacques Chaban, c'est quand même l'inventeur du talk-show à la télévision. Pendant 18 ans, il a présenté et produit Paris Club avec Roger Ferral, qui était le frère de Pierre Lazareff. Et tous les jours à 12h30, c'était le rendez-vous que personne ne manquait dans la télévision naissante en noir et blanc. Et ce prix est un prix symbolique d'une certaine joie de vivre que vous représentez et d'un certain courage à travers ce livre. Alors, il se trouve aussi que vous avez fait des cycles. C'est assez particulier. Quand on lit votre bibliographie, il y a à chaque fois des cycles de romans. C'est pas si fréquent. Pourquoi? Alors, les cycles, c'est mon ami Carlos Fuentes qui m'a dit, écoute, tu sais... Quand on écrit, si ton œuvre a une cohérence, au fil des années, tu la trouveras. Et le meilleur moyen de la trouver, c'est essayer de regrouper ce que tu écris par cycle. Alors, c'est une idée qu'il avait prise d'ailleurs à Cocteau, parce que Cocteau aussi regroupe sa production littéraire par cycle. Donc moi, je l'ai, oui, regroupé par cycle, avec un mot qui unit tous ces cycles, c'est-à-dire la biographie ou l'autobiographie. Je suis quelqu'un qui est passionné par le phénomène de la biographie. D'ailleurs, j'ai longtemps dirigé chez Gallimard une collection qui s'appelait Folio Biographie, dans laquelle on racontait la vie d'écrivains, de personnages historiques, de chanteurs, de musiciens, enfin, mais une collection qui était d'ailleurs, c'était très important pour moi, une collection de poche. C'était des biographies qui faisaient 300, 400 pages maximum, qui étaient vendues très peu cher, très bon marché, et donc accessibles à tous. C'était ça le projet de la biographie. On a publié pratiquement 170 titres dedans. Oui, c'est pas mal. Alors, vous avez touché à tous les genres, et il y a un personnage aujourd'hui mythique que vous avez rencontré avant tout le monde. Vous lui avez consacré des livres et des documentaires, c'est Paul Auster à Brooklyn. Ah oui, bah ça c'était mon ami, Paul Auster. Enfin, vous savez, je n'aurais pas pu écrire des livres sur des gens qui n'étaient pas mes amis. C'est-à-dire j'ai écrit des livres sur Le Clésio, sur Solers, sur Georges Champrin, sur Hemingway, mais je ne l'ai pas rencontré, mais c'est presque un ami, et sur Paul Auster. Mais enfin, Paul Auster, c'est une histoire particulière. C'est-à-dire on s'est revus, on s'est croisés, on s'est interviewés, enfin... mais à l'époque où j'ai écrit sur Paul Auster, il y avait peu de gens qui parlait de Paul Auster. D'ailleurs, je me souviens de ce premier livre qui s'appelait Le New York de Paul Auster, qui était publié aux éditions du Chêne. Et d'ailleurs, l'éditrice a fallu que je la convainque
de faire le livre. Je dis, tu sais, c'est un immense écrivain, c'est quelqu'un dont on va beaucoup entendre parler, ça serait bien de faire un livre. Le livre est sorti en septembre, le tirage était si petit qu'il a fallu le réimprimer. C'était très long parce qu'il y avait des photos, c'était un grand format, et en fait, on a passé toute la période de Noël où les gens le demandaient sans le livre, et le livre a été réimprimé enfin en janvier. Donc on a perdu un nombre incroyable de lecteurs à cette époque. Bon, le livre a fini par se vendre, mais enfin disons toute la période, c'était quand même assez étonnant, toute la période d'octobre à décembre, le livre n'était plus en librairie. Et puis il y a une femme importante aussi dont on ne parlait pas beaucoup à l'époque et dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est Frida Kahlo, à qui vous avez consacré 3 livres, Gérard. 5 livres. 5 livres, oui. Tout augmente. Oui. C'est vrai, Frida Kahlo, bon, j'en ai parlé à l'époque où j'en ai parlé. C'était quelqu'un de pas très très connu. Vous savez, l'histoire de Frida Kahlo est quand même assez étonnante. Hein. C'est-à-dire, c'est la femme de Diego Rivera. Elle est un peu étouffée par le personnage de Diego Rivera. Il y a très peu d'expositions de son vivant. Il y a tout un passage à vide après sa mort où finalement on n'en parle pas. Elle est exposée nulle part. Et en fait, celles qui ont relancé le personnage de Frida Kahlo et qui ont redonné l'envie de voir ses toiles, même si leur analyse était fausse, c'est-à-dire ce sont les lesbiennes américaines, des lesbiennes intellectuelles américaines qui ont dit, au fond, Frida Kahlo est des nôtres, c'est une lesbienne. Alors, elle n'était pas lesbienne, elle était bi, Frida Kahlo. Mais grâce à elle, on a relancé Frida Kahlo, les expositions ont commencé, et c'est devenu le personnage un peu trop médiatisé à mon sens aujourd'hui, c'est-à-dire on raconte tout et n'importe quoi sur Frida Kahlo. Il sort 3 bouquins par an sur Frida Kahlo, mais c'est quelqu'un, pour l'histoire de la peinture, qui est fondamental. Oui, mais vous avez aussi une sorte de flair parce que vous vous intéressez aux personnages dont on parle peu, et en particulier les femmes. Vous avez fait un livre sur Tina Modotti, qui était une photographe italienne, un peu révolutionnaire, il y en a eu d'autres. À chaque fois, vous trouvez des personnages qu'on ne connaît pas forcément, ce qui est un risque. Ah oui, alors... vous ne croyez pas si bien dire, et notamment Violette Maurice aussi, Christine Lalmi... C'était une sportive. Une sportive, sulfureuse, ouais. Exactement. Ou Christine L'Admirable, qui est une sainte, belge du XIIIe siècle, qui a créé le mouvement des béguines, bien avant qu'on brûle les sorcières, voilà. Mais c'est aussi quelqu'un de très important. Mais, à l'occasion de la sortie de ce livre, on m'a dit une chose extraordinaire. Vous êtes bien assis. On m'a dit, mais pourquoi avez-vous publié un livre sur Christine l'Admirable ? Je lui dis parce que cette femme m'intéresse, le sujet de la mystique catholique m'intéresse, son parcours militant pour la défense des femmes m'intéresse. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé dans mes livres. Il m'a dit, oui, mais vous n'êtes pas légitime. C'est quand même très dur, ça. Voilà, donc je ne suis pas légitime, je ne peux pas écrire ceux des femmes. Bon, mais voilà, mais vous l'avez fait quand même. Et je continuerai à le faire. Je vous le dis entre nous, puisque on est juste là, tous les deux. Oui, on est juste avec beaucoup de plus en plus de gens qui nous écoutent sur Sud Radio, ils sont au courant. Et moi, j'ai trouvé une femme dont personne ne parle, Margaret Hamilton. Je ne sais pas si vous dit quelque chose. Il se trouve qu'au moment où les astronautes américains ont atterri sur la Lune, il y avait un problème informatique et c'est elle, en quelques minutes, qui a sauvé l'atterrissage sur la Lune par un programme informatique qu'elle a mis en marche. Et cette femme, tout le monde l'a oubliée, mais l'homme sur la Lune lui doit Mais c'est beaucoup. l'histoire des femmes, cher monsieur. Voilà, c'est dire, elles sauvent l'humanité, mais on les oublie. Alors, il se trouve que pour faire ces livres, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de documentation. Ah oui, alors ça, c'est un plaisir immense. C'est-à-dire comme on peut dire un peu vulgairement, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que quand j'écris un livre, comme par exemple le dernier sur Cyrano de Bergerac, alors je me replonge dans l'époque. Et là, par exemple, alors je lis Mazarin, Richelieu, La Fronde, Louis XIII, la guerre de 30 ans, les libertins érudits, le théâtre du XVIIe. Et ça, c'est fabuleux parce que vous avez tout un matériel, toute une époque que vous reconstruisez qui est là, devant vous. Et l'idée, c'est comme le dit Hemingway, c'est après de laisser infuser.
et de ne garder que la substantifique moelle et de tout oublier. Et là, à ce moment-là, vous commencez à écrire. Mais en même temps, quand on voit votre bibliographie, Gérard de Cortance, il y a à peu près 100 livres en 40 ans. Comment on fait? Ah, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne me suis jamais posé la question, je n'en tire aucune gloire. Vous savez, il y a un écrivain extraordinaire qui s'appelle Juan Rulfo, qui est un écrivain mexicain, qui a écrit un livre. Oui. De toute sa vie. Enfin, 2 avec un recueil de nouvelles. Et c'est quelqu'un de fondamental pour l'histoire de la littérature, notamment hispanique. Donc je crois que chaque écrivain a son rythme, à son souffle. Hein. Amélie Nothomb, tous les ans, sort un livre de 150 pages, depuis 30 ou 33 ans, à la rentrée. C'est son rythme. Modiano écrit des livres plutôt minces. C'est son rythme. Carlos Fuentes écrivait des pavés. Voilà, chacun a sa respiration. Dans le choc, quand même, il faut y arriver. Oui, c'est une question que je ne me pose pas. Parce que vous n'avez pas le temps. Oui, c'est ça. Voilà, bah ça va être la réponse. Oui. Voilà. Alors, il y a d'autres réponses à une autre question. C'est la sortie de ce livre, le 18 septembre 2025. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Gérard de Cortance. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité est Gérard de Cortance. On a évoqué vos débuts, votre carrière d'écrivain aux multiples livres. Et puis, le 18 septembre 2025 est sorti Savinien de Cyrano, Sieur de Bergerac, un roman et pas une biographie chez Albin Michel. Pourquoi ce livre aujourd'hui alors qu'il y a déjà beaucoup de livres sur Cyrano? Il y a très peu de livres sur le vrai Cyrano. Voilà. Parce qu'on confond toujours la pièce et le vrai Cyrano. Bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Rostand, on pense que Rostand, au fond, a vraiment interprété, a raconté un peu son univers, mais en réalité, d'abord, on a redécouvert Cyrano de Bergerac grâce à Rostand. C'est-à-dire qu'il a fait des recherches énormes pour voir qui il était, ce qu'il avait écrit, et on sent très bien à la lecture de sa pièce qu'il connaissait parfaitement Cyrano de Bergerac. Il y a des répliques, il y a des... Alors, bien sûr qu'il bouleverse un peu la chronologie, il y a des choses qu'il interprète. Il invente aussi. Qu'il invente, mais ça, c'est l'écrivain. Hein. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est vraiment la grande différence entre des historiens, et Dieu sait si je les respecte, et un écrivain. Un historien, il va être arrêté par les faits. C'est-à-dire que s'il n'a pas la donnée qui va lui permettre de dire telle ou telle idée, d'aller jusqu'au bout de sa phrase, il va la laisser en suspens. Qu'est-ce que fait l'écrivain? Il reprend le travail de l'historien et il termine la phrase. Oui, mais en même temps, quand on voit par exemple la pièce d'Edmond Rostand, on sait que les cadets de Gascogne n'ont jamais existé. Oui, mais bien sûr. Alors, c'est-à-dire que, par exemple, le vrai Cyrano de Bergerac... D'abord, il est pas né du tout à Bergerac. À Paris, il est né à Paris, oui. Mais c'est son copain Lebret, en fait, qui rentre dans la compagnie des gardes. Ils ont 20 ans tous les deux. Ils mènent une vie, comme on aurait pu dire, de patachon. Et donc Lebret lui dit, pour essayer de calmer un peu ce forcené qui est Savignan, on va le faire rentrer dans la compagnie des gardes. Mais dans la compagnie des gardes, c'est M. de Casteljaloux qui dirige tout ça. Il y a énormément de Gascons. Et pour se faire bien voir, ça c'est la réalité, hein, c'est pur Rostand, c'est la réalité. Pour se faire bien voir des cadets de Gascogne, eh bien il se dit, voilà, oui, mon nom c'est Savignan de Cyrano de Bergerac, parce que son père, a un petit fief, le fief de Mauvièvre, et le fief de Bergerac, mais le fief de Bergerac, c'est dans la vallée de Chevreuse. C'est à côté de la maison de Raymond DeVos. Exactement. Voilà, donc c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec le Bergerac qui se trouve dans le Périgord, mais disons c'est une sorte de mensonge qui dit la vérité. Pourquoi alors, Gérard de Cortance, avoir décidé aujourd'hui de vous intéresser à Cyrano? Parce que dans la pièce de Rostand, on dit à un moment, c'est un personnage hétéroclite. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire c'est un réfractaire total à son temps. C'est quelqu'un, par exemple, qui fait jouer une pièce
qui s'appelle La mort d'Agrippine, et il prend un risque énorme, parce que il est athée, et dans sa pièce, il y a un de ses personnages qui dit au fond, ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme, c'est l'homme qui a créé Dieu et les hommes. Dans Empire, dans son voyage dans le Soleil et dans la Lune, il dit au fond, la Lune, c'est pas la Lune qui est un astre de la Terre. C'est la Terre qui est un astre de la Lune. Il dit au fond, après la mort, il n'y a rien. Il dit le monde est infini, et si le monde est infini, il n'y a pas d'au-delà. Donc c'est complètement iconoclaste. Il y a la compagnie, de l'index qui peut lui tomber dessus, qui va d'ailleurs interdire sa pièce. Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y a encore tous les grands procès pour hérésie qui sont là, c'est-à-dire Giordano Bruno, Galilée, Descartes que l'Église interdit, l'abbé Granger qui est brûlé. Enfin, j'aime il dit au fond, j'aime l'honneur d'être une cible. Et c'est ça qui me passionne chez lui, l'honneur d'être une cible. Mais la difficulté, Gérard de Cortance, c'est qu'on ne sait à peu près rien sur le vrai Cyrano. Il y a beaucoup de choses fausses, il y a beaucoup de choses qui circulent. Alors, c'est vrai. C'est-à-dire mais en même temps, on peut quand même avoir... on sait qu'il est né à tel endroit. On sait qu'il a écrit ses pièces de théâtre. On sait qu'il a inventé la science-fiction. On sait qu'il avait tel ou tel ami. Et puis surtout, il y a tout ce groupe qu'on a appelé... les libertins érudits, qui luttaient contre Richelieu, contre Mazarin, contre l'establishment de l'époque, et il a fait partie de ce groupe-là. Et là, il y a tout un tas de preuves, de textes. Par exemple, il a écrit des mazarinades. Il a pratiqué ce qu'on appelait à l'époque l'art de la pointe, c'est-à-dire des attaques virulentes dans des lettres, dans des pamphlets. Tout ça existe. On a retrouvé les pièces de théâtre. Il y en a deux. La mort d'Agrippine et le Pédant joué. On sait aussi qu'il a suivi les cours de Gassendi. On sait aussi que c'était un ami de Molière, qui au passage lui a piqué deux, trois trucs, mais ça, c'est normal pour l'époque. Donc, alors c'est vrai qu'on le jour de sa naissance, le jour de sa mort, on ne sait pas très bien. On dit qu'il a pu aller en Pologne, en Italie, en Angleterre, mais on n'est pas très sûr non plus. Mais enfin, tout ça, à partir de tous ces renseignements, l'écrivain peut se faire une idée de l'époque dans laquelle vivait Cyrano, le vrai Cyrano de Bergerac, et reconstituer un personnage finalement relativement crédible. Oui, parce que vous avez romancé, Gérard de Cortance, ce qui vous paraissait le plus crédible, et en éliminant le reste. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pour ça que ce n'est pas une biographie, mais ce n'est pas le Cyrano de Rostand. Je n'ai voulu conserver de la vie de Cyrano que les aspects les plus romanesques, mais sans ce que fait Rostand, bouger la réalité. Mais il y a aussi une description du Paris de l'époque avec ces tavernes, cette vie qu'on n'imagine pas aujourd'hui, qu'on ne voit que dans les films. Ah, ça c'est extraordinaire. Me replonger dans le Paris de l'époque. C'est-à-dire, il faut imaginer un Paris qui est sale, qui est encore plus sale que le Paris d'aujourd'hui. C'est pas facile pourtant. Oui, c'est possible. Il y a de la boue partout. Je veux dire, il y a une pauvreté, il y a des maladies, il y a des mouvements de population terribles. Et puis surtout, il y a cette espèce de jeu de l'époque qui est le duel. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que, il y a un duel entre nous deux. Eh bien, il y a un de mes amis qui vient, il y a un second, et puis il y a un troisième, un quatrième et un cinquième. Et c'est-à-dire, ce sont des duels, c'est 10 contre 10, c'est 15 contre 15. Il y a des lois qui sont édictées pour arrêter ces duels, parce qu'en fait, toute la noblesse, toute l'aristocratie de jeunes gens qui sont aussi des chefs d'armée, eh ben, meurent dans ces duels. C'est-à-dire que les chefs militaires sont décimés. Et on arrive à des aberrations où X se bat en duel contre Y, il y a 20 morts, X et Y restent vivants et sont condamnés à mort pour avoir provoqué le duel.
Je veux dire, voilà. Et donc, c'est ce pari-là que je voulais restituer et qui est une sorte de monstruosité, enfin, d'enfer permanent. Et c'est dans cet enfer-là que ce jeune Cyrano, il est très jeune, hein, il a 20-25 ans, va évoluer. Lui qui a vécu une partie de sa vie à la campagne, mais qui est quand même parisien. Oui, et en même temps, ses copains ont des surnoms comme dans les feuilletons du 19e siècle, avec des surnoms insensés, comme on voyait dans les romans de Gensu ou de Ponson-Littérail. Oui, alors c'est-à-dire que ça, c'est parti d'une idée, et là j'ai suivi un peu la démarche de Rostand. C'est-à-dire dans un texte, dans l'Empire de la Lune, il rencontre le personnage, rencontre le démon de Socrate. Et le démon de Socrate lui dit, enfin, quand je sens que je deviens très vieux, que je dépéris, à ce moment-là, je prends mon souffle d'un jeune garçon ou d'une jeune fille pour renaître. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, il dit, au fond, les animaux font la bête et l'homme fait l'animal. Et je me suis dit, là, il y a deux idées romanesques. C'est-à-dire l'idée de quelqu'un qui va absorber le souffle des vivants pour se régénérer, une sorte de métempsychose. Le corps meurt, mais l'âme reste. Et la deuxième idée, c'est-à-dire, au fond, ce n'est pas Cyrano qui a un masque, mais il voit tous les autres avec des masques d'animaux. C'est-à-dire, telle personne c'est un sanglier, telle personne c'est un aigle, et tout le roman est construit comme ça. Ça, c'est le côté fantastique, mais qui vient de mes amitiés, comment dire, jeune écrivain. Les gens qui m'ont fabriqué, c'était mes amis. Et mes amis, c'était qui? C'était Carlos Fuentes, c'était Vargas Llosa, c'était Julio Cortázar, c'était tous ces latino-américains qui vivaient à Paris. On vivait ensemble, on se connaissait, et c'est eux qui m'ont appris, comment dire, ce qu'on appelle la littérature fantastique. Il se trouve aussi que Cyrano, l'anecdote du nez, ça a été le point de départ de l'idée de Rostand, et qu'il y a un Cyrano qu'on a un peu oublié, mais qui a marqué l'histoire de la télévision, car le 25 décembre 60, à l'époque où la télévision offrait encore des cadeaux aux téléspectateurs, il y a eu un Cyrano mémorable. Un nez! Oh, mais Seigneur, quel nez que ce nez-là! En 60 25 décembre 60, Daniel Sorano joue Cyrano à la télévision. Il y a une chaîne 98% d'audience, ce qui a été un événement. Sorano est mort 2 ans plus tard, mais je ne sais pas si vous avez vu ce Cyrano. Je crois que je l'ai vu, il me semble que je l'avais vu, oui. Alors vous savez, l'anecdote du nez, en fait, c'est Coquelin, hein. C'est-à-dire que le premier Cyrano, celui qui joue Cyrano en 1897, il lui fait un nez en trompette comme ça. Et la légende est partie de cela. Alors, c'est vrai que Cyrano avait un nez un peu fort, mais surtout, il avait été blessé à deux bagarres, à deux guerres, c'est-à-dire devant Mouzon, devant le siège de Mousson, et devant Arras. Et il était... la joue était abîmée. Et c'est de là d'où vient l'ambiguïté qui est utilisée par Rostand dans sa pièce. Et donc, on comprend bien la folie du vrai Cyrano, sa vie de débauche, parce qu'il court dans tous les sens et à chaque fois, il y a des femmes pas loin. Oui, mais alors, c'est intéressant, ce personnage. C'est-à-dire il a du mal, d'abord, ce n'est pas un noble, c'est pas un aristocrate. Il a du mal à se faire accepter. Il est rejeté de partout. Il n'arrive pas à monter ses pièces de théâtre. Il est très, très peu publié. Et c'est ça aussi qui m'intéressait. Et il y a cette fin quand même, mais monstrueuse. C'est-à-dire que sa fameuse cousine... alors, non, c'est pas sa cousine, c'est sa sœur qui dirige le couvent, qui pense qu'il a écrit des écrits impies, ce qui est vrai. Donc, s'il a écrit des écrits impies, il ne va pas monter au ciel. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les détruire. Donc, et peu de temps avant la mort de Cyrano, elle met le feu, elle brûle, ses œuvres sont volées, et donc c'est ce destin tragique qui m'a intéressé aussi, c'est-à-dire, imaginez ce type extraordinaire qui révolutionne vraiment l'histoire de la langue française, l'histoire du théâtre, hein, c'est très très nouveau ce qui joue à l'époque, et il y a 90% de son œuvre qui sont jetées, on ne retrouvera plus
Tout ça, c'est terminé, ça y est, ça n'existe plus. Donc il a passé sa vie très courte à écrire, à penser des choses totalement novatrices, mais qu'on ne verra jamais puisque ça a été détruit. Et ça, je trouve, c'est absolument bouleversant comme trajectoire. Et cette trajectoire, elle est parfaitement décrite dans ce livre, Savinien de Cyrano, Sieur de Bergerac, ce roman chez Albin Michel, Gérard de Cortance. Merci de l'avoir écrit parce qu'on en sait un peu plus sur ce personnage qu'on croyait connaître. C'est surtout, c'est un livre, comment dire, contemporain. C'est ça, c'est-à-dire que derrière ce Cyrano qui a quelques siècles, en fait, on parle aussi beaucoup d'aujourd'hui en réalité. Ce roman historique est un roman qui est ancré dans la réalité d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut le lire. Merci Gérard de Cortance et puis à très bientôt, j'espère, dans Les Clés d'une vie. Merci. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.